900 opticiens font confiance à Liléou, leader français de la téléexpertise chez les opticiens. À votre tour, découvrez Liléou et proposez à vos clients un nouveau service permettant d'accéder à un avis médical, à des conseils de prévention personnalisés et, s'il n'y a pas de contre-indication, à une ordonnance en moins de 48 heures en moyenne. Avec Liléou, devenez un acteur de la santé visuelle. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Optimis TV pour cette 15e émission déjà, je viens de faire le compte. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Torillon. Alors, on est passé de la Loire avec François Joubert au Rhône avec Vincent Torillon. Bonjour Vincent. Bonjour Maxime, merci de me recevoir. Mais merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Alors Vincent, tu es associé avec ton frère Laurent du groupe Torillon, qui représente environ une trentaine de magasins dans le groupe Chris, principalement en Rhône-Alpes. Tout à fait. On est bon sur les chiffres. On est bon, tu as bien révisé. Parfait. Félicitations. Ben merci. Alors, vous êtes en Rhône-Alpes, vous êtes où un peu, après vous êtes en Alsace Oui, on fait une grosse moitié de notre activité sur l'agglomération de Lyon. Et sinon, on est présent à Sens, à Mulhouse, à Valence, à Saint-Étienne. Ok, très bien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle dans l'entreprise et comment tu te répartis avec Laurent, ton frère et ton associé, les rôles déjà dans la direction de ce groupe? Oui, donc aujourd'hui, nous sommes deux à diriger l'entreprise. Mon frère est le président et moi, je suis le directeur général. Okay. C'est important de se répartir clairement les rôles. Donc, ma fonction première, c'est d'exécuter les ambitions et la stratégie qu'on a définies ensemble. D'accord, donc de l'opérationnel? Tout à fait. D'accord. Moi, j'anime le comité de direction pour être sûr qu'on va bien dans la bonne direction et qu'on est capable de délivrer ce qu'on a promis de délivrer. Très bien. Ça a toujours été comme ça, cette organisation, dès le début. On va parler après de votre père qui a créé l'entreprise, etc. Mais dès que vous avez, on va dire, repris les rênes à 100%, ça a toujours été défini comme ça? Vous êtes ajusté en fait au fur et à mesure? Non, bien sûr que non. L'entreprise a beaucoup évolué. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2004. Donc, ça fait quand même quelques années. Ce qui est important, c'est d'adapter l'organisation aux nouveaux défis de l'entreprise et à sa taille. Et donc, cette organisation a 3 ans, 4 ans. Et avant, en 2004, bien sûr, avec mon frère, on avait des fonctions beaucoup plus opérationnelles que maintenant. Bien sûr. OK. L'entreprise a été créée par votre papa, Joseph, qui est une figure de l'optique. On ne va pas le présenter. On est donc sur un héritage. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment s'est transmis, en fait, l'entreprise? Est-ce que ton père est encore un petit peu dedans? Est-ce qu'il a encore des décisions à prendre? Comment vous développez ce groupe en respectant à la fois ce qu'il a créé et en s'adaptant au marché aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a une belle actualité puisque c'est les 60 ans de l'entreprise. Donc, mon père l'a créé en 64. Merci. Il a commencé dans la cuisine de ma grand-mère. Mes grands-parents étaient bouchers et du coup, à côté, ils habitaient dans l'appartement qui jouxtait la boucherie. Et donc, mon père a commencé là. Si on parle d'héritage, c'est les idées qui l'ont mené. Il a commencé par un magasin et puis il s'est dit, c'est dangereux d'être que sur un seul endroit. C'est pas ce qui peut se passer. On ne sait pas comment peut évoluer l'urbanisme. Le premier, il était où? Pierre-Bénite. Ok. Très bien. Donc, on est quand même dans les années 70. L'urbanisme bouge beaucoup dans les villes. Donc, il monte un deuxième magasin en disant, je suis sécurisé. À l'origine, c'est vraiment une idée de sécurité, de dire je suis sécurisé, j'ai 2 points de vente. Bon, s'il y a un village qui évolue moins bien que l'autre, ça va bien. Et puis, surtout, ce qui a lancé l'entreprise, c'est qu'il a découvert les centres commerciaux. Aux États-Unis, je crois, en voyage, puis à Paris. Et il s'est dit, si j'étais un consommateur moderne, c'est là que je voudrais faire mes achats. Et donc, en fait, il a été un des premiers opticiens de France à croire aux centres commerciaux. Et c'est vraiment ce qui a lancé l'entreprise. Voilà. Donc, il ouvre Pierre-Bénite, 70 à peu près? 64, Brignais en 70, Carrefour Givors en 72. Et là, c'est assez précurseur, parce que dans les centres commerciaux, il n'y a pas d'opticien. Dans les centres commerciaux, il n'y a pas de commerçants. Il n'y a pas de commerçants? Non, quand il ouvre à Givors, je crois qu'il y avait 5 commerçants sur 40 ou 50 cases. Okay. Tout métier confondu. Incroyable. Donc, voilà. Et à l'époque, il ouvre un magasin indépendant? 64, Chris Group. À l'époque, la guilde des lunetiers n'existe pas encore. La guilde des lunetiers est fondée en 66 et je crois qu'il a dû adhérer en 68 ou 69. Donc, il fait pas partie du cercle, il fait pas partie des fondateurs, mais vraiment du premier cercle. Quand il voit cette coopérative, il dit c'est vraiment là que j'ai envie d'être pour échanger avec mes pairs, pour avancer plus vite et pour monter en professionnalisme. Et donc, il adhère très, très tôt. Quand il monte les magasins, donc Pierre-Bénite, Brignais, comment ça se passe au niveau des centres commerciaux à Givors? Ça prend tout de suite? C'est long? Le pari est gagnant tout de suite? Il a été visionnaire et ça a marché tout de suite? C'est quoi l'histoire? À Givors, le pari était perdant longtemps. C'est vrai? Oui, ça a été très, très long. À l'époque, je crois que les horaires, c'était 8h, 22h. Ah ouais. Avec une guerre avec les bailleurs qui mettaient une pression sur les commerçants. Déjà. Mais il y a cru. Je pense que le magasin n'a réellement décollé qu'au bout de 4 ou 5 ans. Et il a ramé pendant 4-5 ans, mais il pensait que c'était vraiment la direction et il fallait suivre.
Et Donc il est resté solide sur ses appuis. Tout à fait. Excellent. Comment s'est passée la transmission? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait votre papa dans l'entreprise? Déjà, il se repose un peu? Je pense qu'il a assez mais bossé, mon père est toujours présent. Il est toujours présent dans l'entreprise. Il a deux fonctions principales. La première, c'est de veiller aux valeurs. Donc, il ne prend plus de décisions opérationnelles au sens strict, mais il participe, il donne son éclairage, il donne sa perspective historique et c'est toujours très riche. Et d'autre part, parce qu'il ne peut pas rester sans rien faire, on lui confie toutes les missions qui n'ont pas de preneur dans l'entreprise. Donc, par exemple, c'est le grand gestionnaire des artisans quand il y a un problème dans les magasins. Très bien. Voilà. Avec son autorité naturelle, ça lui permet de faire avancer les choses peut-être plus vite que ce qu'on pourrait faire. Et ça marche plutôt bien, ça? Oui. Ok, très bien. La transmission, elle s'est passée comment? C'était simple, c'était naturel, ça s'est fait par étapes. Vous avez réussi à développer le nombre de magasins. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, alors mon père a toujours une vision de la gestion de l'entreprise et du management des hommes qu'il a développé tout au long de sa carrière. Et donc, quand on est arrivé, on a eu la chance qu'il s'applique à lui-même les mêmes principes qu'il avait appliqués dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2004, il nous a réellement donné le pouvoir décisionnaire et il s'est positionné en conseiller et consultant. Et il a toujours donné son avis, mais en aucun cas, il nous a empêché de prendre des décisions et en aucun cas, il nous a freiné dans le développement de l'entreprise. Il vous a donné sa confiance? Tout à fait. Et après, vous avez géré? Tout à fait. Donc ça, c'était quand à peu près? De 2004. C'est ça, quand tu es arrivé? Ouais. Là, vous avez continué à développer le nombre de magasins ou vous avez développé le chiffre des magasins actuels? Les deux, j'imagine, mais Oui. Vous avez quand même développé le nombre de magasins derrière? Oui, alors pour nous, c'est extrêmement important que les deux se développent de manière harmonieuse. La croissance vient d'abord du fait que vos clients vous font confiance et donc c'est cette croissance organique, ce nombre de clients par magasin qui est le témoignage de la qualité du travail fourni qui fait qu'on arrive à avoir plus de clients chaque année. Et aussi la croissance par acquisition. On fait principalement de la croissance par acquisition, on fait quelques ouvertures, c'est ça, qui est important pour nous parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt à pouvoir créer des fonctions centrales fortes et amener du professionnalisme au magasin en ayant une structure qui soit suffisamment complète. Si on doit parler des grandes leçons, entre guillemets, qui vous a donné, laissé, et des grandes valeurs que vous avez perpétuées, ce à quoi tu penses, ce serait quoi là? Oui. Alors mon père a une phrase qu'il utilise souvent, c'est le triple respect. Respectez vos clients, ne leur faites jamais de fausses promesses et soyez alignés avec ce que vous leur délivrez. Respectez vos équipes, parce que vos équipes doivent être aussi extrêmement à l'aise et heureuses d'être dans l'entreprise. Et puis respectez votre partenaire, parce que sans fournisseur, sans bailleur, on n'est rien. Et c'est vraiment quelque chose qui est clair. Chaque fois qu'on prend une décision, on vérifie qu'on est absolument transparent et aligné avec ces trois parties prenantes que sont les clients, nos partenaires et nos équipes. C'est vraiment le premier point. Et deuxièmement, c'est l'obsession de la satisfaction des clients. C'est-à-dire qu'à un moment, on prend des décisions en se mettant à la place du consommateur et pas à la place de l'entreprise. C'est un challenge de tous les jours parce que je pense que toutes les entreprises ont la volonté de satisfaire leurs clients. Oui, entre la volonté et l'exécution parfaite, c'est là que tout commence en fait, c'est ce moment-là. Et nous, on a cette obsession de savoir est-ce que notre client a vécu un moment riche et exceptionnel quand il s'est déplacé. Et puis le troisième point avec ça, c'est quand même l'exigence et le progrès continu. C'est pas parce que ça marche aujourd'hui qu'il faut s'asseoir et donc qu'est-ce que je vais faire demain pour que le client qui va revenir me voir dans 2 ans, il va vivre une expérience qui soit meilleure que lors de sa visite précédente. Et ça, est-ce que ce sont des valeurs que partage votre enseigne ou est-ce que c'est quelque chose que vous apportez en plus? Tu vois, est-ce que vous avez réussi à avoir des valeurs communes avec l'enseigne? C'est pas toujours la même chose. Il y a des enseignes qui sont très basées sur du one-shot, on va pas les citer, mais vous avez ce petit truc en plus, on va dire? Alors, Chris Group, c'est une coopérative. Pour nous, la force de la coopérative, c'est qu'en fait, chacun vient avec sa personnalité et il y a énormément d'échanges. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que les valeurs que je décris de ce côté de professionnalisme, d'exigence et de satisfaction client est très, très largement portée par l'enseigne. Et la richesse de cette coopérative, c'est échanger entre nous et d'avoir un système où on a une fonction centrale qui est au service de ses adhérents. Et ces adhérents qui, en se challengeant un peu, vont progresser peut-être plus vite que s'ils étaient seuls et isolés. Ça fonctionne bien, ça? Oui. Chez Chris, ça fonctionne bien. Oui, tout à fait. Vous êtes combien à peu près de coopérateurs? Je pense qu'on est 700 personnes physiques, quelque chose comme ça. Et en nombre de magasins? 1400. Ça marche. Donc, travailler en famille, j'imagine que c'est quelque chose qui est tellement dans vos veines que c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer de travailler autrement, j'en sais rien, mais qu'est-ce que tu peux nous dire avec ça? Les points positifs, forcément, ça doit pas être simple tous les jours, mais à la fois, vous vous connaissez tellement bien. Ouais. Comment tu peux résumer cette relation professionnelle, familiale? Vous parlez de boulot tout le temps, la Noël? Non, on ne parle pas toujours de travail. Ce qui est effectivement important, même si ça va de soi, même si on a baigné là-dedans, c'est quand même de partager des rôles clairs et des rôles qui soient différents. Les rôles, ils sont multiples. Le premier, c'est qu'évidemment, c'est familial. Donc à un moment, il faut savoir couper. Et quand on est dans le cadre familial, on n'est plus dans le cadre de l'entreprise. Et peu importe ce qui se passe dans l'entreprise. Vous y arrivez? On y arrive. Oui.
Oui, c'est des règles qui sont claires pour nous. C'est bien, ok. La deuxième chose, c'est qu'on a deux fonctions. On a quand même ces fonctions de co-associés, Mhm. on va dire de co-actionnaires, et puis après, on a des fonctions opérationnelles. Et il faut séparer les deux. C'est-à-dire que quand vous êtes actionnaire, vous allez discuter sur la stratégie, les ambitions. Et puis quand vous êtes dans l'opérationnel, chacun est dans son rôle. Il y a quand même un danger éventuel, en tout cas si j'ai un conseil à donner, c'est que si on mélange ces rôles, on ne s'y retrouve pas. C'est-à-dire que des fois, on exécute mal. Et ben, l'actionnaire, l'autre, peut vous dire, là, tu n'as pas bien exécuté. Très bien. Et il faut savoir l'entendre. Il faut le savoir l'entendre. Et puis voilà. Et puis après, quand on est entre actionnaires, on définit l'ambition ensemble. Très bien, c'est très clair. Sur l'organisation générale, quand on a une trentaine de points de vente, comment on s'organise chez Torillon? J'imagine que tu continues ces valeurs-là à tous les niveaux, niveaux hiérarchiques. Il y a quoi? Il y a un responsable par magasin, ils ont leur mot à dire, oui, non, sur quoi, etc. Enfin, grosso modo. À peu près ça. Alors, Maxime, si tu permets, je vais faire un pas en arrière, mais juste te dire finalement, nous, notre vision de l'entreprise, c'est trois paliers. C'est quelle organisation dont tu parles, qu'est-ce qui va faire que j'ai les compétences pour le faire, les valeurs, comment je vais le faire, qu'est-ce que je m'autorise ou pas, et la vision, où est-ce que je veux aller. Et on essaie d'être assez clair, en tout cas le plus clair possible avec nos équipes là-dessus. La vision, c'est qui on est, parce qu'on ne peut pas être tout le monde. Forcément. On est quelqu'un de singulier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre ambition? Et ça, il faut le partager avec les équipes, parce que ça donne un nord commun, ça donne une boussole, on sait où on veut aller. Très bien. Deuxièmement, c'est des valeurs. Qu'est-ce qu'on est? On a défini nos valeurs, on y tient, et il y a des choses qu'on ne fera pas si elles ne sont pas alignées avec ces valeurs. Tu parles au niveau des collaborateurs? Oui, dans toute l'organisation, ça doit transpirer. Donc, ce qui veut dire que, je te coupe, mais ce qui veut dire qu'il y a un collaborateur qui a des bons chiffres, mais qui ne partage pas les mêmes valeurs? Oui. Alors, une de nos valeurs, par exemple, c'est réussir ensemble. Ça veut dire que le collectif prime sur l'individuel. Très bien. Ça veut dire que félicitations si vous êtes le meilleur collaborateur du magasin. Ça ne vous donne pas plus de droits que les autres. Très bien. Félicitations. Vous êtes remercié à la hauteur de votre performance, mais c'est pas ça. Nous, par exemple, notre rémunération variable est basée sur le progrès continu. Tout le monde doit progresser un peu. Si vous êtes le meilleur, vous devez aussi progresser. Et puis si vous êtes le moins bon, il va falloir progresser plus vite. Et donc ça, c'est des valeurs qui sont ancrées chez vous. Donc je reviens à ma question. Un collaborateur qui a des très bons chiffres, mais qui est pas aligné à vos valeurs, on va dire, on s'en sépare? Comment on fait? C'est quoi Parce que souvent j'entends, en fait c'est tellement compliqué de recruter que des fois on fait une exception. À l'inverse, j'entends, moi si c'est pas dans mes valeurs, si le mec il nous emmerde parce qu'il y a X ou Y raison, il sort. Voilà, tu vois, c'est quoi Oui, tout à fait. Alors le but c'est pas arriver, c'est pas arriver. Plus vos valeurs sont claires, plus elles sont vécues, plus les gens vont adhérer facilement. Et clairement, aujourd'hui, les collaborateurs dont on se sépare ou qui quittent l'entreprise, c'est plutôt dans les premiers mois. Derrière, on a assez peu de turnover parce que notre système, il est clair, transparent. On sait qui on est, on connaît nos valeurs et on sait comment on manage. Ça plaît pas à tout le monde et tant mieux. Ouais, c'est ça. Et tant mieux. Chacun. Enfin, je veux dire, nous, on n'a aucun problème avec un collaborateur qui, au bout de 3 mois, dit oulala, mais moi, ça m'intéresse pas du tout ce que vous faites. Très bien. Aucun problème. Mais au moins, c'est clair du début. Ouais, voilà, c'est ça. Le système, il est clair, il ne changera pas et chacun est libre d'y adhérer ou pas. S'il n'y adhère pas, c'est vrai. C'est aussi la force du développement, ça, parce que quand on n'a pas une politique claire, forcément les collaborateurs ne comprennent pas l'histoire et forcément ça crée des tensions à un moment donné. Et après, c'est aussi la responsabilité du chef d'entreprise d'avoir une proposition de valeurs, d'objectifs et de qualité de vie au travail qui soit bonne. À un moment, c'est aussi ça, d'être clair et de faire l'effort de dire est-ce que ce que je propose à un jeune aujourd'hui, c'est épanouissant pour lui dans sa vie professionnelle pour les 5 ans à venir, ou est-ce que finalement, c'est juste quelque chose d'alimentaire que je lui propose? Et ça, vous êtes à l'écoute de ça, évidemment? Oui. Donc, comment on s'organise dans le groupe? Donc déjà, c'est important d'avoir une vision. Voilà, ça cale. Et le troisième pilier, c'est l'organisation. Donc, l'organisation, c'est 2 choses. C'est qui fait quoi et comment. Donc, on est très attaché au fait que chaque fois qu'on donne une responsabilité, la personne a été formée à les compétences pour faire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une école de formation interne. On veut que nos collaborateurs puissent se développer, quelle que soit leur envie. Vous pouvez avoir envie de devenir un super technicien, vous pouvez avoir envie de devenir un manager. À partir de là, à nous de vous proposer le parcours qui fait que vous allez monter en compétences. Et puis, des fois, vous allez toucher vos limites. C'est pas grave, vous n'arrivez pas à l'objectif de devenir manager, mais c'est pas grave, vous avez appris. Tout le monde ce qui est important, ce qui nous intéresse, nous, c'est de développer les compétences de nos collaborateurs, qui soient à la fois fiers d'être dans l'entreprise et à la fois fiers d'eux-mêmes en disant « Ouais, j'ai eu des opportunités, j'ai su les saisir. » Je suis rentré là, on m'a formé sur ça aussi, donc j'ai pu saisir des opportunités. Voilà. Et je suis resté opticien parce que j'adore mon métier, mais je le fais en ayant une compétence, une maîtrise supérieure à ce que j'avais il y a X années. Très bien. Pour terminer sur la gestion, quel est selon toi le plus grand défi aujourd'hui sur la gestion de multi-magasins? Encore une fois, c'est qu'il faut à chaque fois organiser son entreprise en fonction de sa taille.
Nous, on a un principe, chaque fois que vous changez de taille de 20%, il faut remettre en place votre organisation, il faut vous re-questionner parce que les défis, quand même. Et pour moi, c'est aussi difficile de passer de 1 à 2 magasins que de passer de 25 à 30, que de passer de 7 à 11. À chaque fois, il faut réfléchir, c'est un métier qui change. Et c'est le rôle du chef d'entreprise d'être capable, lui, de changer ses habitudes, de changer de métier pour faire évoluer ses équipes. Très bien. Pour assurer la même qualité de service quand on a 30 magasins, comment on fait? Comment on est sûr qu'un client qui va aller à Givors va être servi de la même façon qu'un client qui va aller à Saint-Genis-Laval, etc. Le premier principe, c'est qu'on n'est jamais sûr. Déjà. Donc, il faut être sûr. Il faut être sûr qu'on a des outils pour s'apercevoir que ça marche ou pas. Okay, La seule certitude, c'est ça. Donc, il y a un principe qui est fort dont on n'a pas encore parlé, c'est tout ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc, nous sommes des obsédés de la mesure. Satisfaction, enquête client, etc. Exactement. Et la mesure, c'est de dire, voilà l'image objective qu'ont nos clients. Et à partir de là, ça, c'est le non négociable, parce qu'il est objectif, il est mesuré. Et après, avec les équipes, on travaille de dire, tiens, ta perception, c'était pas ça. Parce que moi, je connais pas un opticien qui me dise pas qu'il a fait le maximum. On est tous comme ça, on est engagés, on a l'impression de faire le maximum. Ce qui est important, c'est d'avoir un miroir qui dise, oui, tu as fait le maximum, mais peut-être c'était pas la bonne direction. Et donc après, on travaille beaucoup avec les équipes de dire, maintenant qu'on est d'accord sur le constat, on va co-construire une solution. Qu'est-ce qui est bien dans ton point de vente à toi, avec tes clients, ton environnement concurrentiel? Qu'est-ce qu'on doit changer pour avoir un niveau de satisfaction et une adéquation aux besoins de tes clients dans ce magasin qui soit supérieur? Donc des indicateurs, toujours des indicateurs. Oui. Et moi, j'ai une phrase qui me sort par les yeux, c'est « je fais au mieux ». Le gars qui te répond, mais heureusement que tu fais au mieux. Mais derrière, on va mesurer, le plus important, c'est le client, quoi. Quelque part, si vous avez un collaborateur ou un opticien qui vous dit « moi, je fais pas au mieux », bon, le problème, il est ailleurs. Quand vous ramez sur la plage, vous faites au mieux. Vous avancez moins vite que vous étiez dans l'eau. C'est sûr. L'idée, c'est pourquoi vous n'êtes pas dans l'eau. On est d'accord. La formation, donc vous avez créé une école. Oui. Alors ça se passe comment? Dès qu'un collaborateur est chez vous, il a le droit à des formations. Vous avez des formateurs en interne. Oui. C'est quoi l'objet du tout ça? Tout à fait. C'est que l'idée, une de nos valeurs, c'est forte, c'est quand même le progrès continu, c'est cette capacité de développer les hommes. Donc chaque collaborateur, lors de son entretien de fin d'année, discute avec son manager quels sont ses points forts et sur quoi il a envie de se renforcer. On a un processus de développement des managers, c'est-à-dire que en 4 ou 5 étapes, et on a un programme de formation qui est sur une dizaine de jours, sur 2 ans, pour devenir manager. Excellent. Et devenir manager, c'est aussi commencer à être coach déjà, c'est-à-dire coach et aider les jeunes opticiens à se développer sans avoir de rapport hiérarchique. Après, c'est maîtriser tous les aspects de gestion. Et après, c'est maîtriser l'animation des équipes et la motivation de ces équipes. Et on fait ça sur une dizaine de jours. Donc, on forme environ une quinzaine de collaborateurs dans ce parcours par an. Et puis, on a des formations qui sont des formations de métier. C'est-à-dire pour s'améliorer, la vision de l'enfant. Exactement, mais même des choses simples. Est-ce qu'aujourd'hui, adapter un verre progressif reste un challenge, reste un défi? Prendre une mesure. Prendre une mesure, bien comprendre les besoins, adapter les visuels. On fait du visagisme, on travaille aujourd'hui sur la myopie, par exemple. Très bien. Voilà. Et les formateurs? Donc les formateurs sont tout ce qui est métier, c'est interne. Donc on a quasiment 2 personnes à temps plein qui font que de la formation. Excellent. Qui sont des collaborateurs qui étaient avant opticiens ou managers, donc plutôt un bon niveau pratique. Et puis pour tout ce qui est développement personnel, c'est-à-dire la relation à mes clients ou la relation à mes équipes, on a un partenariat avec une entreprise depuis 15 ans qui nous suit et qui nous aide à progresser dans notre relation à l'autre. Donc en fait, si j'ai bien compris, avant de passer à la question suivante, vous accompagnez le collaborateur à tout niveau, que ce soit en formation, en l'écoutant, en lui proposant un plan de formation, etc. Enfin, c'est ça, il est pris en charge, entre guillemets. S'il a envie de bien faire, vous allez le faire évoluer. Entre guillemets. C'est ça l'idée. Oui, notre vision, c'est que c'est plutôt c'est un bon collaborateur qui fait un bon client. C'est un client fidèle et pas l'inverse. Bien sûr. Bah oui, bien sûr. On a les clients que l'on mérite et ces clients, ce qu'ils voient, c'est simplement les opticiens qu'ils ont fait d'eux. Bien sûr. Vous recrutez? Tout à fait. Ouais. Tout le temps. Tout le temps et en permanence. En permanence. On n'a aucune orientation sur les recrutements, c'est-à-dire que vous pouvez sortir de l'école, vous pouvez vouloir faire de l'alternance, vous pouvez avoir 20 ans d'ancienneté. Ce qui nous intéresse, c'est juste l'envie et les personnalités. Très bien. Pour postuler, juste pour ceux qui nous regardent? Sur notre site internet, donc Opticien Torion. Ouais. Très bien. Un petit mot sur Thierry Calderon. Donc Thierry Calderon, qui est un coopérateur Chris, qui a été élu cette année opticien de l'année. Est-ce que tu as un petit mot sur lui? Est-ce que c'est une belle reconnaissance pour lui, pour l'enseigne? Pour vous, c'est des choses importantes, ça? Oui, c'est important pour l'enseigne, et je pense que la force de Chris, encore une fois, c'est l'émulation que l'on a entre nous, puisqu'on a eu beaucoup d'opticiens de l'année chez Chris. C'est vrai. Il y a eu vous déjà? Oui, il y a longtemps. Quelle année?
2008 ou 2009. 2009, je dis. Ouais, 2009, je crois, à peu bah près, ouais. il me semble. Oui, bah, il y a eu Vincent Malmejac, il y a eu Mm. Olivier Esto et Serge Ah oui, Krienkoff. ouais. J'espère, j'en oublie Non, sûrement, ouais, mais, je sais, ouais, après. mais voilà. Et donc, ça prouve qu'en fait, aujourd'hui, ce modèle d'entrepreneuriat chez Chris est efficace. Et Thierry est par son parcours, est un beau modèle pour tous les adhérents Chris de la capacité à se développer et à faire son métier de manière très professionnelle. Aujourd'hui, comment tu vois le marché de l'optique versus en 2004, quand tu es arrivé Oui. dans la boîte? Comment ça va évoluer selon toi? Quels sont les grands défis de l'optique aujourd'hui? Alors, de manière très, très synthétique, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a une opportunité et un risque. L'opportunité, c'est qu'on voit que le besoin en confort visuel et la performance des produits évoluent. Et l'envie des Français, l'appétence à être bien équipés, à avoir un beau confort visuel est de plus en plus fort. On peut commencer chez les enfants avec la myopie et la freination de la myopie, qui est un vrai défi. On est qu'au Bien sûr. début de l'histoire et c'est une nouvelle fonction pour l'opticien, parce qu'on a toujours été dans le palliatif et pas dans le curatif. Et là, on rentre dans le curatif. Ça, c'est nouveau, ça. Ça, c'est vraiment Clairement. nouveau. Et je pense que la relation avec les ophtalmologistes est en train aussi de changer, puisque les ordonnances sont valables plus longtemps. Donc, ce rôle de professionnel de santé est vraiment en train de se renforcer. Et là, on a une vraie opportunité de montrer la valeur ajoutée de ce métier, Bien sûr. qui n'est pas simplement d'exécuter une ordonnance pour faire des lunettes, mais qui est quand même de fournir du confort visuel. D'ailleurs, à ce propos, pardon, mais est-ce que vous faites de plus en plus d'examens de vue en magasin? Alors moi, c'est vrai que ça fait 1 an que j'y suis plus, mais le nombre d'adaptations de verres freination myopique augmente? Tout à fait, ouais. Ça, c'est significatif? Oui, c'est vraiment significatif. Et d'une manière générale, l'examen de vue, notre vision aujourd'hui, c'est que l'ophtalmologiste fait une prise d'acuité et surtout du dépistage et du diagnostic de maladies, ce que ne fait pas l'opticien, mais une prise d'acuité qui consiste à dire vous voyez une image statique blanc sur noir. Notre métier à nous, c'est de faire du confort visuel dans toutes les conditions, c'est-à-dire devant un écran, en lisant, en conduisant, de jour, de nuit, en faisant du sport. Et donc, on a besoin de mesurer l'acuité, on a besoin de comprendre la perception La vie de loin, de près du consommateur. Très bien. Aujourd'hui, on est vraiment dans une vision qui est complémentaire de ce que peut faire un ophtalmologiste. Donc ça augmente quand même Oui, la tout à part fait. d'examen de vue, renouvellement, adaptation, etc. Tout à fait. Ouais. Ok. Ton point de vue sur la téléophtalmologie, téléexpertise, tout ça, comment vous êtes situé dans le groupe aujourd'hui sur ce sujet? Alors, nous, aujourd'hui, on n'est pas positionné, on ne fait pas de téléexpertise, pas de télémédecine, parce qu'on est dans des zones où on n'a pas de problème d'accès à l'ophtalmologiste. Pour moi, ce sont des modèles qui sont très intéressants dans toutes les zones où il y a un problème de délai et d'accès à l'ophtalmologiste. Honnêtement, à Lyon, Vous n'êtes pas freiné aujourd'hui ça parce que n'a pas de sens. On a d'excellents ophtalmologistes, on a d'excellents centres et honnêtement, les délais sont juste acceptables ou Bien normaux sûr. pour le consommateur. Oui, selon toi, c'est pas quelque chose qui demain, dans 5 ans, tous les magasins de France auront une solution de téléexpertise, de téléophtalmologie. Personne vous rentre dans le magasin, vous demandez ça aujourd'hui. Non, notre Pas vision, dans au contraire, votre- c'est d'augmenter la qualité de la relation avec l'ophtalmologiste pour être le plus efficace pour le patient. Aujourd'hui, c'est vrai que le parcours en France pour faire des lunettes, des lentilles, est parfois excessivement compliqué et incompris par le consommateur. Notre enjeu, c'est de le rendre fluide et sans couture, avec chacun ayant ses prérogatives, la santé pour l'ophtalmologiste et la qualité de vision pour l'opticien. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un jeune qui, d'une part, voudrait faire opticien? Ça, c'est la première chose. Et à un jeune ou un moins jeune qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat dans l'optique. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à chacun de ces profils? Alors, 2 sujets pour ceux qui voudraient devenir opticien. C'est un métier formidable, c'est un métier dans lequel il y a de la santé, on fait des examens de vue qui sont des actes compliqués, on améliore la vie de nos clients, donc on a une vraie relation avec eux quand on fait son travail, et puis on a ce côté technique, parce que malgré tout, on réalise un équipement sur mesure, l'optique, je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est la première activité économique sur mesure du monde, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Donc oui, c'est un métier qui est passionnant et qui pour moi est amené à évoluer et qui va rester passionnant encore pour des décennies. Qui a de l'avenir? Ouais. Alors pour ceux qui veulent se lancer, je pense qu'aujourd'hui, la réflexion à avoir, c'est qu'est-ce que j'ai envie de proposer de différent. Il n'y a rien de pire que l'opticien moyen qui vend des produits moyens dans un magasin moyen. Il y a suffisamment d'opticiens en France. Par contre, celui qui a une offre singulière, il manque forcément. Donc réfléchissez à qui vous êtes, ce que vous voulez faire et arrivez sur le marché avec une offre pour le client qui soit réellement différente de ce qu'on peut voir. Et aujourd'hui, pour moi, il y a plein de positionnements sur le marché qui sont encore possibles. Ok. Le marché, pour toi, dans la création de quelque chose de différent, c'est c'est là où il faut aller. Il y a encore des possibilités. Tout à fait. Très Je bien. pense que le marché va se segmenter de plus en plus vite et que les propositions singulières sont amenées à se développer. C'est entendu. Au niveau de ton groupe, il y a des projets à venir, il y a des grands changements, on continue sur cette lancée. Tu peux nous en dire un peu plus ou pas? Oui,
je vais peut-être être déceptif. On a une Allez. culture, on a une culture incrémentale. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la révolution, on est en évolution permanente. Donc aujourd'hui, on a une 50aine de projets actifs dans l'entreprise. Et notre obsession, c'est toujours d'évoluer doucement. On croit assez peu aux grands soirs et aux nouveaux concepts qui vont révolutionner le marché. En revanche, depuis 4 ans, on a beaucoup évolué et on pense que dans les 4 ans à venir, on va encore évoluer aujourd'hui. Simplement, par exemple, l'offre de monture, c'est quelque chose qui est complètement différent. On est sur comment on va révéler la personnalité d'un client et pas simplement dire tiens, est-ce que tu aimes cette marque et celle-là. Sur, encore une fois, la myopie, on est au tout début de l'histoire. Sur le confort visuel, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est déjà pas mal. Voilà. Vous allez ouvrir d'autres magasins? Vous avez des projets en cours? On a toujours, encore une fois, même réponse que pour les projets, on est incrémental, c'est-à-dire que on est à l'écoute du marché. On est à l'écoute du marché, on se développe quand on pense qu'il y a une opportunité, quand on pense que c'est quelque chose. Si j'ai bien compris, en cherchant à faire encore mieux ce que vous faites déjà bien, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Oui, où est-ce qu'on se développe? On a tendance à se développer sur les zones dans lesquelles on est présent. Parce qu'on pense que plus on est présent sur une zone, plus on est visible pour le consommateur et plus il comprend notre offre de produits et plus on a tendance à solidifier nos parts de marché. On sent vraiment l'implication pour les clients et pour les collaborateurs. Enfin, depuis tout à l'heure, à chaque fois, ça ressort tout le temps, quoi. Il n'y a pas je vais aller ouvrir 50 magasins dans une région que je ne connais pas ou faire quelque chose que je ne maîtrise pas. Franchement, cette philosophie, je pense qu'elle va parler à beaucoup. Pour terminer, de quoi tu es le plus fier en 20 ans? Alors, 2 questions. De quoi tu es le plus fier en 20 ans? Ça fait 20 ans que tu es dans l'entreprise. Et de quoi vous êtes le plus fier en 60 ans, du coup, du groupe Torillon? Commencer par toi, déjà. Ouais, j'ai envie de dire, j'espère que c'est la même chose. J'espère. Non, aujourd'hui, notre fierté, c'est la reconnaissance de nos équipes, c'est le plaisir qu'ils ont à travailler, la fierté qu'ils ont d'être dans notre entreprise et la fierté qu'ils ont d'eux-mêmes, leur capacité à progresser. Ce qui nous anime tous les jours, c'est d'avoir des gens qui sont contents de venir travailler le matin, parce qu'on passe quand même un certain nombre d'heures au travail, au minimum 35, parce que c'est à temps plein. Et donc, ça doit être une source d'épanouissement et un moment de plaisir. Et je pense que si vous êtes dans un groupe dans lequel vous êtes heureux avec vos collègues, vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé, vous êtes fiers de ce que fait votre entreprise, la vie est belle. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'est la seule et même fierté du groupe, on va dire. Oui, le matin, on est content quand les équipes sont contentes. La personne qui est là depuis longtemps, c'est quoi le record de carrière là chez vous? Ouh là là, question piège, piège, excusez-moi. Je pense que là, on s'approche de 40 ans. On a une personne qui a commencé chez nous très jeune et qui va partir à la retraite. Excellent. Donc voilà. Bravo. Un dernier mot pour celles et ceux qui nous regardent? En tout cas, moi, je trouve qu'on fait un métier qui est magnifique. Il faut qu'on arrive à encore faire comprendre aux consommateurs quelle est la valeur ajoutée de l'opticien. C'est ça qui fera qu'on va attirer des jeunes talents et qu'on aura des perspectives de développement dans ce magnifique métier qui consiste quand même à changer la vue et la vie des gens. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup de nous avoir regardés. C'était assez intéressant et merci d'avoir répondu sans filtre en développant les valeurs. Je pense que ça a parlé à beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et à bientôt. Merci Maxime. Merci. Cette émission vous est proposée par Optimist 360, une solution unique pour opticiens et professionnels de l'optique. Avec 5 branches, améliorez votre communication, créez des événements uniques, formez-vous, obtenez des conseils et tenez-vous informés grâce à notre chaîne YouTube chaque semaine. Pour découvrir l'ensemble de nos services, rendez-vous sur opti-mist.fr. Avec Optimist 360, j'améliore ma visibilité, je forme mes équipes et je transforme mon magasin grâce à des services 100% sur mesure.